Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous regarder de partout. Aujourd'hui, nous sommes là dans ce plateau spécial pour aussi un entretien spécial par rapport à l'actualité qui domine la République démocratique du Congo en général et en particulier la province du Haut-Katanga. Nous allons passer donc en revue l'actualité qui domine la République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir sur ce plateau Monsieur John Numbi Kessé, qui est communicateur FCC Cash, à qui nous disons déjà bonsoir. Bonsoir Monsieur Maïla. Merci de nous accorder cet entretien. Je ne vais pas réaliser seul cet entretien. Nous sommes avec José Mukendi, qui est aussi journaliste, chroniqueur ou de la chronique politique, avec qui nous allons animer cet entretien. José, bonsoir. Bonsoir Ritier, bonsoir à tous ces nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre au cours de cet entretien. Voilà, l'entretien va tourner essentiellement sur l'insécurité, sur la commission d'enquête et aussi sur la polémique qu'on a enregistrée ce dernier temps sur les congrès, avec tout ce qui a été dit. Est-ce qu'il devrait y avoir des institutions? Il en sera donc question dans cet entretien de ce soir. Monsieur John, je sais d'abord comment se porte l'ECT. ECT, Éveil de la conscience pour le travail et le développement, mon parti, se porte très bien, particulièrement dans le Haut-Katanga, où depuis quelques mois, j'assume les fonctions de secrétaire provincial adjoint. Et donc, nous nous portons très bien. Nous sommes en train de nous préparer et de travailler effectivement pour les échéances prochaines. D'accord, nous prenons le premier point, c'est par rapport à l'insécurité. Ça se dit partout, le gouvernement provincial est en train de mettre beaucoup de moyens pour lutter contre l'insécurité. Mais pourquoi jusque-là, on n'arrive pas à éradiquer cette insécurité ici à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga? Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, vous savez, lorsque vous parlez, vous insinuez déjà que l'on n'arrive pas à... C'est comme si on n'avançait pas, c'est comme s'il n'y a rien qui est fait. Non, le tableau est mal peint. Évidemment, l'insécurité est on ne peut plus croissante aujourd'hui dans la province, mais il faut quand même noter que les efforts fournis ont produit. Il ne faut pas dire que les efforts que le gouverneur a fournis, que le gouvernement provincial a fournis, n'ont rien apporté. Il y a eu des apports, mais il s'est fait que dans la ville de Lubumbashi particulièrement, il y a un banditisme d'un type un tout petit peu exceptionnel qui est en train de se développer et qui persiste, voyez-vous. Alors, les moyens qui ont été mis en action ont effectivement rencontré quelques limites. Et il fallait effectivement engager d'autres moyens. C'est comme ça que vous avez vu Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, faire des tours vers Kinshasa. À la différence de tous ses prédécesseurs, lorsque Jacques Kabila descend à Kinshasa, généralement, il avait dans sa farde un dossier qu'il voulait effectivement bousculer. Soit c'est par rapport à l'alimentation, soit c'est par rapport à la sécurité. Mais alors, l'homme descend à Kinshasa parce que la constitution que nous avons nous donne la gestion de la sécurité pratiquement sous la responsabilité ou la tutelle du gouvernement central, voyez-vous. Alors, le gouvernement provincial est là tout simplement comme un bras rallongé. Et les limites des gouvernements provinciaux, c'est que la police et l'armée, les forces de l'ordre sont gérées directement à partir de Kinshasa et il n'y a aucune autonomie à ce niveau-là. Alors ça limite un tout petit peu l'action et ceci a fait que sur le plan technique, logistique, le gouverneur a fait sa part, mais sur le plan, la gestion de l'homme, du policier en tant qu'individu, cela ne relevait pas directement de sa compétence. C'est comme ça que nous avons vu la visite du vice-premier ministre qui nous a dit qu'il est venu aussi pour ça. Ils ont présenté quelques mesures. Nous, la population, toutes les couches de la population, nous avons proposé, nous leur avons dit les problèmes que nous avons et nous espérons qu'ils vont aller au fond de la question et que nous vivons désormais en paix à Lubumbashi. D'accord.
Monsieur Dessé, vous parlez des efforts qui sont fournis par le gouvernement provincial pour éradiquer l'insécurité, principalement dans les centres urbains du Haut-Katanga. En termes de la logistique, bien entendu, de Piquet-Port, de la logistique, tout ce qui a été donné. Mais on a tendance à croire que l'insécurité est en train de se pérenniser. Est-ce qu'il y a des limites aujourd'hui en ce qui concerne l'exécutif à endiguer complètement cette insécurité qui semble s'installer à mettre dans le Haut-Katanga? D'abord, il faut dire que nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir la criminalité zéro. Dans une grande ville comme Lubumbashi, c'est très difficile. Avec les mouvements des populations, avec le manque de maîtrise des déplacements, des exodes qui se passent, et avec le chômage et les contraintes économiques qui sont les nôtres, il est très difficile que nous puissions parler de criminalité zéro. Mais ces contraintes ont existé également avant. Mais effectivement, ces contraintes ont existé depuis longtemps. Mais la réalité, c'est qu'il faut les voir dans l'évolution. La situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas tombée du coup. Ça a commencé. Il faut voir dans les causes de cette insécurité que nous vivons depuis les années 99-98, voyez-vous. Depuis la guerre, même un peu avant la guerre avec l'AFDL, même un peu avant la guerre de l'AFDL. Donc ce sont toutes ces réalités qui viennent maintenant, c'est comme un fruit qui a mûri en cette saison, et ça fait que la situation est apparue aux yeux de tous. Mais la réalité, c'est que nous sommes en face d'une réalité. Vous avez parlé des contraintes. Je vous ai dit que sur le plan logistique, ça c'est l'apport du gouvernement provincial. Et nous sommes tous conscients que le gouvernement provincial n'a pas failli sur ce point. Sur le plan financier, le gouvernement n'a pas failli sur ce point. Sur le plan même politique, parce que regardez comment le gouverneur s'engage sur le plan politique. Déjà, il met toutes les couches de la population, il engage toute la population pratiquement dans l'action. Ça c'est une action pratiquement politique. Il prend pratiquement des décisions de faire les CCO, par exemple, de les rapprocher de la population, les CCO de proximité. C'est encore là une décision importante sur le plan politique. Mais cette décentralisation de CCO, je vous coupe pas, M. Dessé, cette décentralisation n'a pas résolu la question. Elle a davantage amplifié l'insécurité dans le quartier de Lubumbashi. Non, je ne pense pas qu'elle a amplifié la situation, parce que depuis les CCO qu'on a décentralisés, on a constaté quand même quelques arrestations au niveau des piliers, enfin des grands bandits. On a vu des arrestations, on a vu des réactions rapides. Il y a des coins où nous avons suivi même certaines personnalités sur les médias déclarer que j'ai eu la vie sauve, parce que lorsque j'ai appelé la police, j'ai même rencontré certaines personnes, certains hommes politiques qui étaient agressés, mais 5 minutes après, il y a eu une réaction. Donc à ce niveau-là, nous avons quand même l'impression que la situation s'améliore, mais il ne faut pas négliger les autres aspects, parce que lorsque l'on parle de la décentralisation, il y a d'autres contraintes que nous avons, notamment les routes, les voies que nous avions, surtout pendant la saison des pluies. Nous avons des problèmes des quartiers, des avenues, et ça ce n'est pas au gouverneur de faire, c'est au bourgmestre et au maire de la ville. Donc il faudrait que chacun fasse son travail pour que l'on puisse parler d'une belle mayonnaise. Il faudrait que chacun fasse son travail. Alors, monsieur Dessé, il y en a pour arriver à trouver une solution, il propose carrément la démission du gouverneur. Non, c'est une solution très simpliste et même ridicule. Pourquoi? Parce que nous connaissons ce qui s'est passé avant que Kaboula ne vienne. Nous le savons tous. Nous savons comment ça fonctionnait dans cette ville, où on laissait même des étiquettes ou des tracts, où on annonçait de venir le lendemain, ainsi de suite. Nous avons vu ça. Il y a des quartiers qui continuent à être très visités. Je sais qu'il y a des réalités un peu diverses dans différents quartiers. Il y a des quartiers où la situation est très compliquée, comme à la Katuba actuellement. C'est des cas que nous devons suivre avec beaucoup d'attention. Et la question n'est pas que militaire. Il faudrait que la question soit gérée sur tout son plan, sur le plan holistique. Il faudrait que l'on puisse aller au fond de la question. Il y a des problèmes je vous ai parlé des problèmes des mouvements des populations. Il y a des questions sécuritaires, il y a des questions au niveau social, il y a des questions au niveau économique, il y a toutes ces questions qui doivent être gérées.
Alors, lorsque l'on est dans pareil cas, il ne faudrait pas que l'on puisse utiliser les mêmes méthodes que l'on utiliserait par exemple au centre-ville qu'à la Katouba. Alors, ce sont des réalités que nous connaissons, mais tous ces bandits, des fois ce sont des gens qui vivent avec nous tous les jours. Il faudrait que la population aussi compose avec la police pour que nous arrivions. Certes, il y a aussi la complicité de certains éléments des FARDC et même de la police. Ce sont des questions qu'il faut gérer. Et ce n'est pas très facile à gérer. Il y a les armes qui pullulent un peu partout, qui sont ramassées. Il faut un travail de profondeur. Il y a un ratissage qui doit être fait. Moi, je proposerais que l'armée puisse faire de contrôle des bouclages dans certains quartiers, parce que nous savons, si nous vérifions avec la population, nous savons où est-ce qu'il y a des problèmes. Et on peut faire des bouclages et facilement ramasser toutes ces armes qui traînent encore. On peut faire certaines activités, certains bouclages ciblés la nuit ou le jour pour permettre à ce que la population vive en paix. Bon, la démission, ça ne ferait qu'empirer la situation, parce que sur le plan politique, nous allons déstabiliser. Regardez, lorsque vous demandez à un homme comme Jacques Kaboula, un homme qui s'est enraciné dans une population, celui qu'on appelle Wandani, ça signifie que lorsqu'il quitte, lorsqu'il veut démissionner, ses racines vont partir. Et lorsque les racines partent, c'est que ça va déstabiliser pratiquement le milieu politique au Katangais, et ça peut déstabiliser effectivement la vie des Hauts-Katangais. Je ne pense pas que ce soit la solution. Oui. Ça risque même de créer un problème. Moi, si jamais il se proposait de démissionner, je serais le premier à m'opposer. Donc, comme vous vous opposez à la démission, mais l'aspect abordé par certains d'autres, c'est le sabotage. Est-ce que vous partagez aussi cet avis? Le sabotage, ça dépend. Qui sabote? C'est ça le problème. Parce que parler des sabotages, moi je ne veux pas verser dans les rumeurs. Oui. Il faut avoir des éléments. Parler du sabotage, certes, il y a certains signes qui vous laissent croire que ça ressemble un tout petit peu à du sabotage. Mais qui sabote? C'est ça la question fondamentale. Je ne vois pas qui sabote. Peut-être qu'on dirait les bandits sabotent. Oui, peut-être dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on parlerait d'un sabotage politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, mais je ne veux pas exclure quoi que ce soit. Par manque de preuves, je ne peux pas dire qu'il y aurait un sabotage ou pas. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous avons un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est qui? L'ennemi commun, c'est cette insécurité provoquée par un groupe de bandits. Un groupe de bandits. Est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce qu'ils sont motivés par un monsieur ou par un politique? Ben, ça peut arriver, ça peut exister. Mais notre souci, ce n'est pas de chercher est-ce qu'il y a sabotage ou pas. Notre souci d'abord, pour l'instant, il y a de l'insécurité et nous devons mettre de l'ordre. Et pourtant, il faut savoir s'il y a une main noire ou pas, avant de savoir les vraies causes qui sont à la base de l'insécurité. Je venais de vous dire, pour l'éradiquer complètement. Je venais de vous dire que les causes sont multiples. Les causes sont multiples, nous les attaquons une à une et nous y travaillons. Lorsqu'on parle par exemple du chômage, lorsqu'on parle de la pauvreté, ce sont des causes qui peuvent provoquer le banditisme ou l'insécurité. Lorsque l'on parle, vous parlez d'une main noire, mais encore faudra-t-il que cette main noire soit démantelée et présentée. Mais ce que j'aime chez le gouverneur ici, il ne voudrait pas chercher des boucs émissaires. Il ne voudrait pas chercher prétendre que non, être plaintif et dire non, il y a des gens qui me combattent par-ci par-là, même s'il y en a, effectivement, nous savons qu'ils le combattent, mais nous n'avons pas de preuve qu'ils soient dans ce domaine-là. L'opposition existe un peu partout. Il y en a qui sont ambitieux, qui ambitionnent le poste du gouverneur. Bon, ils peuvent s'agiter comme ils veulent, mais pour l'instant, les problèmes que nous avons, c'est des problèmes de sécurité et il y a lieu que nous puissions éradiquer ce problème. Et s'il y a une main noire derrière, lorsque nous allons faire exploser le problème de l'insécurité, la main noire avec. Et il y a également cette question de méfiance, M. Jessé, cette méfiance entre la population et les services de sécurité. Tant qu'il y a cette méfiance, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de faire face à l'insécurité? Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est impossible de résoudre la question de l'insécurité sans la confiance entre la population et les forces de l'ordre. Il faut ce mariage. Il faut retrouver effectivement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour recréer cette confiance? Alors, la première des choses, c'est que la police doit être réorganisée. J'ai suivi le VPN avant de partir. Il nous a promis de prendre quelques éléments de la police. On a parlé de 480 qui seraient partis à la base de Kamina. Il y a certains commandants
correspondants qui seront... ceux qui ont déjà fait plus de 5 ans dans le Katanga. Je pense que c'est important que l'on puisse déplacer certains éléments, mais on doit aller un peu plus au fond. Il n'y a pas que les 480, il faut aller un peu plus loin, il faut vraiment déplacer, il faut vraiment des mouvements des troupes pour permettre à ce que ceux qui viennent, qu'ils viennent avec une nouvelle culture et qu'on leur donne une nouvelle culture. Mais comment expliquer les choses? Dans une province comme le Katanga, on retrouve plus de 400 éléments en situation régulière. Les gens qui n'ont pas de traçabilité en termes d'administration. Je pense qu'il y a des sérieux problèmes au niveau des services de l'État en général. Hein. Ça peut être dans les forces de l'ordre ou dans l'administration. Il y a des mouvements pareils et je pense qu'on doit même les éradiquer. Moi, je ne sais pas dire à quel niveau ça se passe, qui en est responsable. Je m'en abstiens, mais je pense qu'il y a des problèmes, c'est une évidence et il faut quand même les éradiquer. D'accord, nous allons passer maintenant au deuxième point et entrer à la commission d'enquête qui s'est journée récemment ici à Lubumbashi, dans le Katanga, alors que tout le monde était en train de parler sur le coronavirus qui est d'actualité. Il y avait des mesures qui étaient prises par rapport à l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes. On voit directement une mission d'enquête qui débarque à Lubumbashi, une délégation de plus de 80 personnes. Monsieur Jessé, comment vous avez accueilli d'abord cette délégation? D'abord, c'était avec surprise, hein, personnellement. J'étais surpris d'apprendre qu'il y avait 80 personnes qui devaient venir à Lubumbashi. Vous avez vu que la population était dans les mois parce qu'on était tous à se poser la question, mais pourquoi 80 personnes, surtout à ce moment, et surtout qu'ils venaient tous de Kinshasa, le milieu, le fief, bon, là où... l'épicentre de Corona. Oui, l'épicentre de Corona en RDC. Alors, il était question que l'on puisse quand même veiller sur cet aspect. Deuxièmement, quand je voyais la liste, les personnalités qui étaient sur la liste, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir autant de personnes pour venir juste... enquêter sur une question, les personnes qui étaient tuées, les jeunes gens de Mira, ou sur la question Gédéon, qui était déjà une question bien maîtrisée, bien connue. On pouvait bien gérer ça à partir de Kinshasa. Les forces ou les responsables qui étaient sur place pouvaient bien amener tous les éléments, ils en avaient. Je pense qu'on a voulu éteindre un feu qui semblait se soulever. Hein. C'était le feu des conflits ethnico-tribaux. Hein. On a craint qu'il y ait un problème katanga-kassaïen. C'est comme ça que quand vous suivez même les résultats des enquêtes, on débouche plutôt sur les conflits ou les relations entre les communautés à Lubumbashi plutôt que sur la question même de Gédéon qui était le sujet principal. Donc cette mission est tapée à côté peut-être? Non, je ne sais pas dire qu'elle a tapé à côté, mais parce que moi mon problème, je ne suis pas dans la théorie qui les a amenés. Moi mon problème c'est dans le fond. Hein. Alors, ils sont arrivés, ils ont essayé de résoudre les problèmes qu'ils ont trouvés parce que le problème Gédéon n'était pas le problème qui préoccupait les Louchois. Quand ils sont arrivés à Lubumbashi, ils ont constaté que quand ils invitaient les couches de la population, personne ne parlait du cas Gédéon parce que c'était un cas un peu étincelle qui est passé. Quand on en parlait, c'était plus déploré, effectivement, les tueries qu'il y a eu avec les forces de l'ordre. Mais la population évoquait plutôt la question de l'insécurité. C'est comme c'était le ministre de la Sécurité, il était question qu'il puisse se prononcer sur ça. Ce que j'ai voulu faire voir, c'est que la population les a ramenés aux vraies questions. La population les a ramenés à ce qui les préoccupe. Et ce qui les préoccupe, c'était effectivement les questions d'insécurité. Alors, la mission, pour moi, elle était trop vaste, inutilement. On a exposé la population. Dieu merci, personne n'était contaminé dans l'équipe. En fait, je l'espère, parce que jusque-là, il n'y a rien, pas de cas de Covid à Lubumbashi. Donc, ça nous a quand même permis de bien. Mais c'est des risques à ne pas prendre, hein, à mon avis. On peut se passer de tels risques. Deuxièmement, c'était trop important sur le plan aussi budgétaire. Nous sommes à un moment où nous devons économiser davantage. Alors, créer des grosses missions comme ça, je pense que c'est un peu trop budgétivore et inutile, à mon avis. Alors, M. Déchet, puisqu'on parle de l'enquête qui était venue justement pour cette question de l'incursion du 28 mars 2020,
Aucun détail sur Gédéon n'a été donné. Vous avez dit que ce n'était que l'étincelle. On a vu le VPM annoncer le fait que le commandant de la réserve militaire, son adjoint chargé de renseignement, qui ont été rappelés à Kinshasa pour consultation. Pouvons-nous parler d'un échec au niveau du service de sécurité quant à la sécurisation du Haut-Katanga? Je ne sais pas parler de l'échec. Vous savez, les services de sécurité ont leur façon de communiquer. Peut-être qu'ils ont des éléments qu'ils n'ont pas voulu donner pour des raisons stratégiques. Généralement, on dit souvent, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de sécurité, on ne veut pas communiquer sur certaines choses. Donc, je ne pense pas que ça doit être appelé comme échec, parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Attendons voir, dans les jours qui suivent, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces gens de Gédéon. Est-ce qu'on les a maîtrisés? Est-ce qu'on a eu des éléments pour les maîtriser? Ben, tant mieux. Aucun détail même sur l'armée, c'est la plus grande muette, nous le savons, c'est la plus grande muette. C'est peut-être pour des raisons stratégiques. Voilà. Alors, la mission principale, c'était de donner la lumière sur ces tueries. On n'a pas abouti finalement à des résolutions qui étaient entendues pour établir les responsabilités par rapport à ceux qui ont commis ce qu'on appelait massacre à Lubumbashi. Alors, d'abord, je vais déplorer aussi également cette tuerie. Je pense qu'il y avait mieux à faire. La police doit essayer d'être un tout petit peu professionnelle lorsqu'il faut gérer des cas pareils. Il faut éviter trop de sentiments, il faut éviter... La manière dont les choses ont été faites, ça frisait une vengeance et ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bien digéré par certaines populations de l'identité katangaise et ça a ramené certains démons, certains vieux démons et ce que nous n'avons pas, nous ne souhaitons pas. Mais effectivement, on devait sanctionner. Alors, on nous a dit qu'on est en train de sanctionner. Mais le problème, c'est que, comme vous avez dit, il y a tout un mystère autour de ces questions-là. On ne sait pas c'est qui est sanctionné. On a dit que la justice était déjà en train de juger certains. Mais ça ne passe pas dans les médias, personne ne le sait, personne ne sait combien de personnes, personne ne sait c'est quel commandant qui est condamné. Est-ce que c'est seulement le policier qui avait pris la photo à Kasumbalesa que l'on condamne, ou bien c'est toute cette chaîne de commandement qui a laissé faire la population se moquer des cadavres des Congolais, cette population venir avec des pierres jetées sur ces personnes, bon, qui peut-être respirent encore, je ne sais pas, parce que c'est sur les photos. Mais voyez-vous, il faudrait que l'on sache exactement des mesures disciplinaires drastiques pour permettre à ce que les choses ne se répètent pas. Parce que sinon, on risque d'avoir l'impression que ce n'était que de la poudre aux yeux. Et comme on ne communique pas assez, nous avons l'impression qu'on est en train de calmer la population, mais en attendant, ces gens seront peut-être libérés sans autre forme de procès. Alors, M. Jessé, vous êtes communicateur FCC Cash. Je voulais vous adresser une question directe. Il y en a qui disent que Gédéon est parti, c'est par la faute du gouvernement provincial. Comment ça? S'ils disent par la faute du gouvernement provincial, on avait abandonné pratiquement. Ben, je ne sais pas ce qu'on dit abandonner ou pas. Je pense que le cas Gédéon, c'est un cas un peu complexe. Il est géré par qui finalement? Il faudrait que l'on sache, il était à disposition de la police, de l'armée, ou il était à la disposition de la province. Il accusait les autres. Ce que je sais est que la province s'est engagée de soutenir, comme on le fait avec tous les prisonniers. La province peut effectivement aller donner à manger, et c'est ce que la province était en train de faire. Parce que lorsque vous suivez les personnes, même les policiers qui vivaient chez Gédéon, il se peut que c'est Gédéon qui leur donnait même à manger. Quelqu'un qui n'était pas soutenu, comment pouvait-il donner à manger aux policiers qui étaient autour de lui? Vous avez même appris qu'il y avait un conflit où Gédéon s'est payé une parcelle ici, à Lubumbashi. Il n'était pas soutenu. Il n'était pas soutenu parce que c'est lui-même qui dit dans une... plutôt c'est son secrétaire général qui dit dans une vidéo, ou c'est pas moi... Un audio. Ouais, un audio, où il dit qu'ils avaient payé une parcelle ici au Golfe, voyez-vous. Bon, s'il est capable de se payer une parcelle au Golfe, et il a même précisé avec l'argent que vous me donniez. Donc le gouvernement provincial a fait son travail. S'il a même l'argent pour garder pour ces gens, pour sa famille, c'est qu'il en avait assez. Donc, Gédéon, il faut les traquer ou bien il faut négocier avec... Alors,
Là, moi, je ne voudrais pas rentrer dans la stratégie de l'armée. Je pense que le chef de l'État a décidé de le traquer. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons chercher à solutionner les problèmes. Parce que Gédéon peut être traqué, mais le problème, ce n'est pas Gédéon. C'est ça, moi, ce que je voudrais dire. C'est comme ce qui s'est passé à Kinshasa avec Mnemouada Seni. C'est vrai qu'on doit mettre fin à certaines aventures, on doit prendre certaines personnes et les mettre en prison, mais ça ne suffit pas de le mettre en prison, il faut aller au fond des choses. Nous avons essayé, Gédéon a été plusieurs fois en prison, mais ces mouvements continuent. Je pense qu'il peut même mourir. Mais si cette âme de Gédéon, qui est déjà dans certaines personnes, continue à perdurer, on aura toujours les mêmes problèmes. Gédéon, c'était un mouvement FAP, un mouvement qui a commencé, comme tout le monde le sait. Alors, essayons de les désintéresser en solutionnant les problèmes qui sont posés, les problèmes sociaux qui sont posés de tous ces petits-enfants ou ces jeunes gens qui sont en brousse avec Gédéon, parce qu'en fait, ils n'ont rien à faire. Nous avions vu le pasteur Mulunda aller dans le nord du Katanga et faire taire les armes juste avec des vélos, juste avec des $100. C'est possible. Alors, je pense qu'il y a moyen. Gédéon a évoqué à l'époque, avant même qu'il ne puisse quitter le Lubumbashi, des revendications à caractère social qui, selon lui, le gouvernement n'était pas à même de l'aider, tout le monde était en train de le fuir. Pourquoi n'avons-nous pas eu le temps de prévenir en amont, tout comme en aval, pour que ce qui est arrivé ne puisse arriver? C'est ce que je dis, c'est une question qu'il faut gérer en profondeur. Il ne suffit pas de regarder l'individu Gédéon et le prendre, ça ne suffit pas, il faut aller au-delà. Lorsque vous parlez par exemple de la responsabilité provinciale, je vous informe que Gédéon, ce n'est pas seulement le Haut-Katanga. Gédéon a des tentacules un peu partout. Déjà, lorsqu'il y a eu des actions, il y en a eu aussi dans le là-bas. C'est même ça que moi je trouve, que j'ai trouvé, à mon avis, un peu une petite faiblesse dans la commission d'enquête. Elle a passé tout son temps, 98% de son temps, à Lubumbashi. Et à Kolwezi, ils n'ont fait effleurer quelques heures et puis ils sont partis. Je pense que c'est un peu mal prendre le problème. C'est ce que je dis. Gédéon, il a des tentacules dans le Tanganyika, dans le Olomami et pratiquement dans tout le Katanga, dans le grand Katanga. Il fallait aller aussi à Kolwezi pour voir qu'est-ce qui s'est passé à Kakanda, qu'est-ce qui s'est passé à Bukeya, qu'est-ce qui s'est passé à Tenke, et voir quels sont les problèmes qu'il y a eu et comment on a géré cette question dans le Loraba, comment on a géré cette question dans le Katanga et comment on gère cette question du côté Tanganyika par exemple. Alors, il faut le prendre dans son entièreté cette question. Et quand ça dépasse les limites des provinces, ce n'est pas seulement la province qui le gère. Pourquoi lorsqu'il y a des problèmes en Ituri, lorsqu'il y a des problèmes à Beni et un peu partout, on n'incrimine pas le gouverneur? Mais quand c'est au Katanga, c'est la faute au gouvernement. Vous voulez dire quoi? Je veux dire simplement dire que ce sont des questions sécuritaires qui demandent que nous puissions conjuguer les efforts. Le gouvernement n'a-t-il pas de responsabilité s'il a des responsabilités parce que c'est le représentant du chef de l'État, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vous ai aussi démontré ici qu'il a des limites. Et ces limites font qu'il faut une concurrence du gouvernement central et du gouvernement provincial pour que nous réalisions ce que nous devons faire. Lorsque vous dites Gédéon est parti par la faute, c'est parce que Gédéon a manqué à manger que la police qui gardait chez lui l'a laissé partir. C'est un peu c'est un peu contradictoire, c'est paradoxal. On ne peut pas prétendre la responsabilité du gouvernement provincial qui était peut-être de l'assister sur le plan alimentaire et conditionner cela à la fuite de Gédéon, je ne pense pas. Alors pour terminer peut-être ce chapitre, il y en a qui... Bon, nous constatons que par rapport à cette question, les leaders katangais n'arrivent pas à parler le même langage. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non, les leaders katangais ont le même langage. Le problème, c'est que... avec les députés, par exemple. Non, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des agendas. Il y a des gens qui sont toujours dans le système des flatteries. On essaie de contourner ou de tordre la vérité. La vérité est celle-ci. Il y a un point commun entre tous les leaders katangais. Tous les leaders katangais ont évoqué un élément. Gédéon, c'est un fugitif. Gédéon, c'est un évadé. Gédéon doit rentrer en prison. Il doit être arrêté. Mais les leaders katangais ont dit, autant Gédéon doit être arrêté, autant
les forces négatives de la République doivent l'être. L'assaut contre les menaces. Tout à fait, tout à fait. Donc on doit le faire partout de cette manière. Donc ça ne signifie pas qu'ils ont émis parce que les uns et les autres ont été d'accord sur ce point. Deuxième élément sur lequel ils étaient tous d'accord, c'est qu'il y a eu débordement dans le comportement de l'armée et de la police. Il y a eu des comportements que même le ministre, le VPM lui-même a reconnu que ce n'était pas correct. Et c'est pour ça qu'on est en train de sévir certaines personnes. Donc là, tous les leaders étaient d'accord. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la communication. Je vous dis qu'au problème de la communication, il y en a qui pensaient que dénoncer cela publiquement signifierait défier les chefs de l'État ou être contre le chef de l'État. C'est comme ça que certains, pour protéger le chef de l'État, ils ont lancé des communiqués contradictoires. Non, mais au fond, tous étaient d'accord. Pour répondre que le caucus de députés du Haut-Katanga, il a exigé l'application des termes de référence qui avaient fait que Général puisse se rendre aux forces de sécurité. Tout à fait. Et sur ce point, tout le monde est d'accord. Sur ce point, tout le monde est d'accord, mais c'est seulement par la procédure qui pose problème. Les uns estiment qu'il faut d'abord le prendre, le remettre en prison pour qu'on commence à voir comment corriger tous ces problèmes. Les autres estiment non, mais on peut déjà commencer à corriger tous ces problèmes et négocier. Donc ça, c'est un problème de procédure. Mais le fond de la question, c'est qu'on doit éradiquer ce mouvement indépendantiste, c'est fantaisiste. Et d'ailleurs, moi, ça fait la honte qu'un Katangais s'imagine que nous allons prendre l'indépendance du Katanga juste avec des petits fétiches, juste avec des petits bâtons que nous allons marcher. Non, je suis un Katangais, le Katangais valeureux, ils ne réfléchissent pas de cette manière. Voilà, nous allons prendre le dernier point de notre entretien. Je l'avais dit, tantôt c'est par rapport au congrès qui devait être convoqué. Il y avait des discussions par rapport à l'état d'urgence que le président de la République avait proclamé. On avait assisté à la déclaration publique du président du Sénat qui avait dit que le président devait d'abord avoir l'autorisation de deux chambres avant que cet état d'urgence ne soit appliqué. Monsieur, je sais votre lecture par rapport à cette actualité. D'abord, je vais dire en tant que communicateur FCC Cash que ma famille politique FCC Cash a péché dans la communication depuis un certain temps. Oui. Il y a un problème, il y a des sorties médiatiques inutiles, inappropriées. Et on a l'impression que nous déplaçons les lieux du débat. Nous avons un cadre de débat, c'est le FCC Cash. Oui. Et il y a des réunions qui se font à ce niveau-là. Nous pouvons les avoir à tous les niveaux, même ici en province. Moi, j'ai tout le temps des échanges avec mes frères de l'UDPS ou des autres partis du Cash. Nous discutons Cash, FCC Cash. Mais il y a eu un moment où on a déplacé les lieux de débat et on est parti faire ce débat à la radio. Oui. Je ne sais pas si nos dirigeants des deux familles politiques savent que quand ils passent sur Top Congo, c'est le monde entier qui les suit, voyez-vous. Oui. Et alors là, ils sont en train d'aller faire leurs discussions, leurs échanges, ils sont en train de s'exposer pratiquement et d'exposer notre coalition. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc sur le plan communicationnel, j'estime qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de péchés, et moi, j'ai eu le courage de le dire à chaque fois qu'il y avait l'occasion avec nos dirigeants du FCC ou du Cash, je leur ai dit, il y a un problème au niveau de la communication. Alors, le FCC Cash, deuxième élément, si je parle de la communication, c'est que j'estime que Tambo Mwamba peut avoir raison, tout comme il peut ne pas avoir raison, mais ça ne valait pas la peine d'aller déclarer ça devant les médias, ce n'était pas nécessaire. Il ne fallait pas aller dire devant les médias que M. Tshisekedi est dans l'erreur, voilà ce qu'il a dit, ainsi de suite. Parce que quand vous dites ça, et que vous dites que nous allons corriger, c'est que vous allez cautionner une trahison de la Constitution. Or, nous ne pouvons pas accepter ça. Soit c'est une faute, soit ce n'est pas une faute. Moi, j'estime que la Constitution porte en elle des germes conflictogènes, des germes qui compliquent déjà son application. L'article 119, l'article 144, les articles 80, l'article 85. Alors, ces articles comportent déjà des contradictions déjà, voyez-vous. Donc, à ce niveau-là, vous avez 85 qui autorise le chef de l'État à prendre
sa décision, et puis vous avez le 119 qui dit que c'est le Congrès qui autorise. Alors, ça porte déjà des problèmes à ce niveau. Je pense que l'un comme l'autre, ils avaient raison. C'est un problème d'école, c'est un problème de débat. Donc, il n'était pas question d'aller faire ce débat au niveau des Top Congo. Autant Thabo Mbamba, à mon avis, il ne devrait pas le faire, autant Kabound ne devait pas le faire. On devait rester dans l'élitisme où on pouvait faire un débat un peu plus intelligent et autrement pour éviter de se mettre dans des circonstances que nous avons connues il y a peu. Mais par ailleurs, le Congrès, bon, il faut d'abord aller sur les questions fondamentales. Est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait état d'urgence? Je pense que oui. C'était nécessaire, il fallait des décisions. Est-ce que le chef de l'État avait raison de prendre une décision? Je pense que oui. Il avait raison de prendre cette décision. Mais est-ce qu'il devait se référer au Congrès? Je pense qu'il y a un débat là-dessus. Pour les uns, ils pensent qu'il devrait. Et moi aussi, je pense que ça serait encore de bonne loi de le faire. Mais ne pas le faire, si ce n'est pas de mauvaise foi, je ne vois pas pourquoi nous allons aller chercher la petite bête dans la tête des chefs. Côté cash, par rapport à ce congrès, eux ont vu une main noire, évidemment, du FCC, qui tenait à tout prix à mettre en accusation le chef de l'État par rapport aux propos d'Alexis Thabo Mbamba. La mise en accusation pour autre trahison par rapport à la Constitution. Je pense que déjà, l'organisation d'un congrès, peut-être que nos amis ont mal compris ou ont mal élucidé les éléments. Le congrès ne vient pas pour destituer le chef de l'État. Et puis des deux, le congrès, on annonce d'avance le sujet. Le congrès n'est pas comme une assemblée où on vient discuter de son mot du jour. Parce que le chef de l'État a fixé l'ordre. Non, ça c'est pas le congrès. Dans l'ordonnance révisée, ça c'est pas le congrès. Autorise que les députés et sénateurs se retrouvent. Ça c'est pas le congrès. Ne fût-ce que sur la prorogation. Ça c'est pas le congrès. Et là le chef de l'État n'a pas raison. Là je vous dis d'emblée que le chef de l'État n'a pas raison. Le congrès, oui, on annonce le sujet. Le chef de l'État peut dire, je demande à l'Assemblée nationale provinciale, plutôt au Sénat, d'organiser le congrès pour que je présente l'état de la nation, par exemple, le discours de l'État sur l'état de la nation. C'est fini. Et dès qu'on a terminé, le congrès est levé et fermé. Mais on ne peut pas imposer à l'Assemblée nationale l'ordre du jour. Je n'ai parlé que de la prorogation. Non. Et vous avez constaté que ce n'est pas le cas. Je crois que vous avez constaté que le calendrier qui a été voté ne tient pas compte que de ça. Donc il y a d'autres questions qui seront traitées. Donc voyez-vous, ça c'est pourquoi je dis il y a une certaine avalanche dans les décisions, dans la famille Cash FCC. Ça profite à qui cette avalanche? Mais ça profite à l'opposition. Ça ne nous profite en rien. Moi je sais que tout ce que nous faisons en interne, les guerres qui sont à l'interne, ne nous profiteront pas. Nous devons arrêter de nous comporter comme des opposants. J'ai entendu qu'il y a un ministre qui prétend être opposant au gouvernement. Mais ce n'est pas possible. C'est aberrant. Il devrait démissionner. Et si on ne fait rien, je ne sais pas, on est où là? C'est pas possible. Un ministre qui se prononce, il dit je suis dans l'opposition parce que je dois m'opposer au gouvernement pour servir mon président. C'est comme qui dirait le président est opposé au gouvernement. Le gouvernement que lui-même a mis en place. Alors, monsieur Dissé, par rapport aux tensions récurrentes entre FCC et Cash, est-ce qu'on peut conclure que finalement c'est un mariage contre les nations? Non. Dans toutes les familles politiques, il y a des courants. Dans toutes les familles politiques. Vous avez vu dans les primaires des démocrates aux États-Unis, il y avait un moment, ils étaient à couteau tiré, ils étaient en train de se tirer dessus. Et vous avez vu Obama-Hillary à l'époque, c'était pas si facile. Vous avez vu Hillary avec les Kerry et les Joe Biden la fois passée, c'est qu'il a même coûté le poste et que Trump puisse passer, c'est parce qu'en interne, ils avaient eu beaucoup de guerres. Donc les courants existent. Dans notre famille politique FCC Cash, il y a aussi des courants, le courant FCC et le courant Cash. Et à un moment, il y a des extrémistes, il y a des colombes, il y a il y a tout le monde. Qui doit avoir un peu de limite par rapport à l'état de la nation actuelle. Il y a tout le monde dedans, mais moi, ce que je conseille, c'est que j'ai l'impression que nous ne sommes pas conscients de nos responsabilités. Je suis désolé de le dire ainsi, tout en étant FCC Cash. Je dois le dire, et c'est une vérité, la population nous regarde. Regardez, M. Maïla, la population n'attend pas
qui va gagner entre FCC et Cash. La population n'attend pas qui est le plus grand, qui est le plus petit. La population n'attend pas savoir qui est le mari, qui est la femme. La population veut voir quels sont les enfants qui vont naître de ce mariage. Quels sont les fruits que nous allons voir de ce mariage. 2023 approche, c'est pour que nous présentions un bilan. Cette fois-ci, il n'y aura pas un bilan du FCC, un bilan du Cash, il y aura un bilan FCC Cash. C'est pour ça que je me suis présenté FCC Cash. Parce que en 2023, la population nous jugera comme tel. FCC Cash, vous n'avez rien fait. C'est ça le problème. Et là, regardez ce qui se passe. Peut-être que nous n'observons pas très bien, ou certains de nos frères n'observent pas très bien. La Mouka et l'opposition nous observent. Ils font rien, ils sont calmes, ils observent, ils ne sont pas bêtes. Ils sont en train de nous observer, nous entretuer nous-mêmes. Et nous ne devons pas mourir comme des idiots. Nous devons plutôt nous mettre ensemble pour qu'ensemble nous puissions gérer ce pays. C'est que le peuple attend, c'est que nous améliorons son quotidien, c'est que nous améliorons sa situation. Lorsque le chef de l'État prend une décision comme celle de traquer toutes les personnes corrompues, nous le soutenons, moi le premier. Je soutiens et je pense que nous devons aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas faire que cela puisse se retourner contre vous finalement. En tout cas, je n'ai jamais détourné les deniers publics. Je parle de votre famille. Non mais on ne parle pas de famille politique, on parle d'abord de la RDC, M. Maïla. Ma famille politique n'a jamais volé. Il y a peut-être dans ma famille politique des individus qui se sont évertués dans ces pratiques anti-citoyens, mais ma famille politique n'a jamais prôné la corruption. Et ces individus-là, nous les avons vus être défendus pour la plupart des cas par certains cadres, au cadre même du FCC. Je suis tout à fait d'accord avec vous que par une certaine solidarité dans la famille politique, solidarité on voudrait des gens qui détournent de l'argent. Non, on voudrait peut-être que la personne, ou plutôt que la personne qui est accusée, que les preuves soient présentées. Ça, c'est tout à fait normal, même dans votre famille. Lorsque votre frère est accusé d'avoir volé ou, je ne sais pas, fait ceci ou cela, vous voudrez bien l'accompagner et vérifier si cela s'avérait être vrai. C'est tout à fait naturel et c'est dans une famille politique. Mais nous n'avons jamais consacré la corruption chez nous. Au contraire, moi, je pense que s'il y a des problèmes, si on attaquait un membre du FCC et que cela s'avérait être vrai, nous allons l'accompagner en prison, nous allons peut-être lui mettre des avocats, nous allons peut-être le soutenir. Comme le cas de Caméré, il est de la coalition, ouais, il est présumé. Quelle est votre lecture par rapport à ce dossier Caméré? D'abord, le dossier Caméré, moi je voudrais revenir. Messieurs José, messieurs Maïla, vous êtes deux journalistes politiques de Lubumbashi, de grande envergure. J'ai été dans vos émissions et j'ai dit que les 100 jours, le programme des 100 jours était une vaste escroquerie et que M. Caméré était en train de rendre un mauvais service au chef de l'État. Je l'ai dit et on m'a traité de haineux, on m'a traité de tout. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Je pense que ceux qui défendaient par fanatisme ont compris que nous n'avons plus besoin de cela. Moi, je ne suis plus dans ce schéma. Nous sommes dans un schéma où c'est la République qui doit gagner. Et M. Caméré a mené cette histoire de 100 jours dans un désordre absolu, dans une opacité absolue pour s'enrichir. Et c'est connu, il doit payer. Mais non seulement M. Caméré, mais tous ceux qui l'ont aidé. Ah, en tout cas, moi je voudrais qu'on aille jusqu'au fond de la question pour que jamais personne ne puisse revenir. Sans interférence de politique dans la justice. Tout à fait, sans interférence de la politique. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais bah, écoutez, les gens crieront par-ci, les gens crieront par-là. Comme je l'entends, les gens de l'UNC, c'est normal, c'est leur leader. Ils ne seront pas à l'aise de voir, leur leader être traité de cette manière. Peut-être qu'on peut même se poser des questions. On peut se poser des questions sur la manière de faire. Oui, on peut peut-être trouver d'autres formules. Est-ce qu'il fallait le mettre en prison nécessairement? Est-ce qu'il fallait... Bon, il y avait peut-être moyen de faire autrement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je préfère que la justice fasse son travail. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. On va prendre votre conclusion. Qu'est-ce qui explique qu'on remarque entre le président honoraire Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, il y a une entente et que entre les membres de la coalition, ça ne marche pas? Ouais, ben, il y a deux choses. La première des choses, c'est que les deux ont négocié.
Mais l'explication ou l'intériorisation de cet accord n'est pas encore totale au niveau de ceux qui accompagnent. D'autant plus qu'on n'était pas préparés. On était deux groupes ennemis presque, deux frères ennemis. Alors, subitement, on devait être ensemble. La clairvoyance de ces deux leaders n'arrive pas facilement dans les bas et surtout dans le camp de nos frères de l'UDPS. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a beaucoup plus de discipline. Chez nous, c'est très facile quand le chef a dit, ça s'écoute facilement. Tandis que de l'autre côté, il y a encore beaucoup d'opacité. Ils ne comprennent pas. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont en train d'être roulés. Ils ont l'impression que le chef a peut-être commis des erreurs. Ils ne font peut-être pas confiance. Mais dans notre camp, nous avons confiance en la clairvoyance de Joseph Kabila. Moi, même les yeux fermés, je comprends que quand Joseph Kabila nous demande d'aller dans un sens, je me dis, il y a pour 90%, il a raison. À 90%, il a raison. Je l'ai côtoyé, je l'ai approché, j'ai cru en lui et je pense que je l'accompagne. Bon, de l'autre côté, ça pose encore des petits problèmes. C'est ça qui nous dérange de temps en temps. Parce que chez nous, si vous regardez très bien, chez nous, on sait ce qu'on est en train de faire. Nous avons accepté la coalition et nous avons accepté le chef de l'État. De l'autre côté, il y a les leaders qui parlent, mais il y a la base qui est tout le temps en train de s'attaquer au FCC. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la vraie réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un mariage. Le fruit de ce mariage, nous le supporterons tous ensemble. Et dans ce mariage, le fruit, apparemment, c'est plus FCC que cash. Non, comment ça? C'est peut-être ça qui fait que la base... Non. Là, vous êtes en train de parler des personnes qui se retrouvent. Je sais qu'il y a des amis du FCC, qui a plutôt du cash, qui ont posé des problèmes pareils en disant non, nous sommes dans quel mariage, vous êtes plus nombreux, vous avez plus d'entreprises, vous avez 25, vous avez 22 provinces sur 26, vous avez ainsi de suite. Mais c'est des jeux politiques, c'est des élections. On ne va pas partager les élections. Il y a eu des problèmes au départ. Nos amis ne nous ont pas cru. Regardez qu'est-ce que nous avions proposé. Prenons le cas du Haut-Katanga. Nous avions dit, au lieu d'aller de manière dispersée, venez ensemble, ayant un seul candidat. Coco Moulongo a refusé. Alors que Jacques Kabila lui a tendu la main. Il s'est même permis d'aller se moquer de cette main lui tendue au perchoir de l'Assemblée provinciale. À Colosie, c'était pareil avec Fabien Mouton. Donc, c'est eux qui n'avaient pas compris. Tout en n'ayant pas la majorité, ils devaient venir et composer. Et à ce niveau-là, ça serait très facile de se retrouver vice-gouverneur, de se retrouver ministre ou ainsi de suite. Je pense que c'était possible. Mais qu'à cela ne tienne, les fruits dont moi je parlais, ce n'était pas au niveau des individus, mais ce sont des fruits, les retombées sur la population. Et les retombées, c'est sur tout le monde. Lorsqu'il y a la paix, on ne choisira pas la paix pour le FCC ou le cash, c'est la paix pour tous. Alors, nous sommes à la fin, M. Diessé, on donne une minute. Qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à cet entretien? Alors, je ne sais pas faire une conclusion parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Ouais. Permettez-moi de parler de quelque chose que nous n'avons pas évoqué. Ouais. Je voudrais m'adresser à cette population de Lubumbashi, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. L'état d'urgence, ça signifie que nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est à cause de Covid. Et pourquoi il y a le Covid? Le Covid, c'est une maladie qui est venue. Nous ne l'avons pas choisie. Elle vient, elle s'amène. Mais il y a moyen de l'éviter. Le seul moyen de l'éviter, c'est de respecter les règles d'hygiène qui nous ont été imposées, les gestes barrières que l'on nous a présentés. Lavez-vous les mains tous les jours, tout le temps, chaque 2 heures, chaque 3 heures, lavez-vous les mains. Si vous ne savez pas vous laver les mains tout le temps, ayez quand même un désinfectant dans votre bureau, dans votre maison et appliquez-le tout le temps, pendant au moins 20 secondes, tout le temps. Et je vous dis bien, après 2 heures, faites-le, après 2 heures, faites-le. Ça va sauver votre vie et ça va sauver les vies des autres. Et évitez les attouchements, ne vous saluez pas par la main, saluez-vous à distance, respectez la distanciation, au moins 1 mètre, évitez les attroupements comme on nous a interdit, ne faites pas ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui dans le Square Forest. Je vois des milliers de jeunes, c'est très dangereux, chers frères, je vous en conjure, s'il vous plaît, restez chez vous. On vous a demandé de ne pas aller à l'école, on vous a demandé de ne pas aller à l'université. Restez chez vous. Ne sortez pas comme vous sortez. C'est très dangereux. La maladie peut nous tuer et nous décimer. Je vais aussi parler à l'autorité locale. Les gens ne respectent plus rien. Vous avez interdit, vous avez fermé certains commerces, vous avez fermé ceci ou cela, les écoles, mais vous avez laissé les enfants dans la rue.
et la rue va prendre en charge nos enfants, c'est très dangereux. Je demande à la police, je demande au maire de la ville, au bourgmestre, de s'occuper de ces jeunes gens qui sortent tous les jours parce qu'ils cherchent comment se détendre, parce qu'ils cherchent une façon de faire du sport, un exercice physique qui va les aider. Encadrez-les, évitons la maladie. S'il vous plaît, la décision est claire, la décision du chef de l'État, nous devons tous la respecter. Peut-être pour terminer, je voudrais demander aux parents d'être responsables, de protéger leurs enfants, de les garder à la maison, plutôt que de les laisser tourner par-ci et par-là. Je sais, nous avons fini. Un petit mot par rapport à cette émission. Merci à M. Maïla, à tous les téléspectateurs et surtout à l'invité, M. Dessé. Nous aurons l'occasion de nous retrouver très prochainement pour d'autres échanges patriotiques. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir regardés tout en vous promettant de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de cet entretien. Bonsoir.